52, ou bien on choisit aléatoirement 50, premier 50 personnes, et le second, on laisse, il y a chacun qui utilise des tableurs Excel avec le code random. Truc. Il y a différentes manières hein, de faire il faut utiliser un fichier Excel. Tu mets toute la population ciblée en fait. Toute la population ciblée. Parce que en général, le projet, ils viennent. Moi, je cible les femmes. Moi, je cible les enfants. Moi, je cible. En général, les projets arrivent avec leurs critères, avec leur sous-groupe. Voilà. Et ils disent que moi, ce projet finance les femmes, ce projet finance les handicapés. Quand tu viens, tu peux dire, voilà, on peut choisir, on peut lister tous les handicapés du village ou bien de la commune ou bien de la région. Ensuite, on choisit, on regarde. Bon, parce que c'est une enquête en quelque sorte en général. Et il faut voir ce que l'enquête peut nous permettre de faire avec le budget de l'enquête. Si par exemple on a 400 bénéficiaires et que le budget de l'enquête nous permet de faire 400, donc tu peux prendre toutes les 400 en fait. Et que si vous avez 2000 et voilà, le budget ne vous permet que permettre, donc tu vas choisir 400 aléatoirement et parmi ces 400, tu vas diviser par 2. Selon ce que tu veux, ça dépend. Tu peux prendre les 250 ici, les 250 là-bas. Ça dépend. Les 250 ici, les 150 ici. Bon, ça dépend de toi, des critères de séparation. Mais en général, on prend 50%, 50%. Et tu vas dire ce groupe-là est bénéficiaire, ce groupe est bénéficiaire. Le choix aléatoire, l'assignation aléatoire règle tout le problème dès le départ, toutes les différences. C'est pourquoi, voilà, c'est tout le charme des statistiques en fait. Quand on fait une enquête, c'est le choix aléatoire qui nous permet à la fin de prendre en compte toutes les différences en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas un choix raisonné au départ. Donc, c'est pourquoi le choix aléatoire, ça règle tous les problèmes au départ. C'est pourquoi on l'appelle la règle d'or. Si on peut faire ça, on le fait d'office, parce que ça règle toutes les différences. Et si votre échantillon est bien fait, sans le programme, si tu n'as pas les deux groupes, tu calcules la moyenne de l'âge des groupes bénéficiaires et des groupes de bénéficiaires, ce sera similaire. La proportion de sexe, si ton taille d'échantillon est suffisante. Et là, c'est réglé. Donc, c'est la référence en termes d'identification causale. C'est pourquoi on l'appelle, c'est la référence en termes d'identification causale. C'est la règle d'or. soo ko mënee am moom defal boobu fas sa kanam mais soo ko mënul am nag foofu nag la coow li jógee foofu ngay dem di xool ay double différence ay appariement ay discontinuité le double différence mu ne on compare l'évaluation du groupe traité à celle du groupe non traité avant et après le programme moom ngeen am fii ne c'est ce que vous avez ici avant après traité, non traité. C'est parce qu'ici, on fait la différence avant. Fu si nekk dañuy calculer. Pour le groupe traité, on calcule avant, après. Vous voyez ici, on a 25. Non traité, avant, après, on a la différence. Après, on va calculer la différence entre les deux. Moo tax mu nekk double différence. On fait la différence avant, après, et on fait la différence entre traité et non traité. Moo tax mu nekk la première différence, c'est avant, après, dans les deux groupes. Et ensuite, la seconde différence, c'est entre les groupes. C'est pourquoi on l'appelle double différence en fait. Donc, c'est l'évaluation du groupe. Groupe traité à celle du groupe non traité, c'est la première différence. Et ensuite, on fait la différence entre avant et après le programme. La méthode après appariement, c'est la méthode, on rapproche chaque bénéficiaire d'une unité non traitée aux caractéristiques observables. On ne va pas entrer dans les détails techniques, comment statistiquement on fait ça, mais la logique dans la modélisation, la logique qui est derrière, c'est comme si on donne le modèle, les caractéristiques. On va donner l'âge, le sexe et bon, la situation matrimoniale. Et comme on a dans la base, on a le groupe des bénéficiaires et le groupe non bénéficiaire. Quand on applique cette méthode-là, on va lui dire, pour chaque individu, pour chaque bénéficiaire, il faut chercher l'individu que tu te marches le plus. L'individu que tu te marches le plus. Avec la méthode, on peut retrouver un seul individu peut être similaire à trois individus.
Mais ça, là, ce n'est pas à vous de le faire, mais c'est la méthode. Quand vous avez la base et quand vous avez appliqué le modèle avec SATA, c'est ce qu'il va faire derrière, en fait. Voilà, je ne vais pas entrer en détail le truc de kernel qui est utilisé derrière. Donc, tout ça là, ça ne vous intéresse pas. Mais, bon, sauf si ça vous intéresse, vous pouvez entrer, regarder dans la littérature, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais ce que ça fait seulement, c'est, il prend Daha Balde, il regarde l'âge, le sexe et la situation matrimoniale de Daha Balde. Daha Balde, il va prendre ces informations, il va partir dans le groupe contrôle, il va chercher quel individu est plus similaire à Daha Balde suivant l'âge, le sexe et la situation matrimoniale. Peut-être il y a Modou, il y a Mamor, il y a Allah qui sont similaires à lui. Parfois, on peut fixer un modèle, on lui dit de prendre seulement 3 personnes au maximum. Comme on peut le dire de prendre une seule personne. Mais ça dépend du modélisateur, en fait. Tout ça, je laisse le soir avec la pratique d'entrer ça en détail. Mais c'est juste pour vous montrer en principe ce que j'avais dire, en fait. L'appariement, c'est comme vous le prenez, comme vous le comprenez. Chaque individu, on essaie de le trouver un individu similaire dans le groupe non traité, suivant des caractéristiques observables. C'est ce que ça fait, tout simplement. C'est pourquoi on l'appelle appariement. En anglais, on dit matching, correspondance, si vous voulez. Cette personne Daha Balde correspond mieux. Quelle personne Daha Balde correspond dans le groupe bénéficiaire suivant ses caractéristiques? Ce n'est pas à vous de le faire, mais c'est le modèle économétrique qui va faire ça si vous appliquez apparemment. La discontinuité de régression, on exploite un seuil d'éligibilité pour comparer les unités juste au-dessus ou juste en dessous du cutoff. On peut dire, on peut fixer un seuil. On peut dire que voilà, on va choisir les personnes qui ont seulement un taux de pauvreté de 10%. Donc, pour construire notre groupe, notre contrefactuel, on ne va pas prendre les gens qui sont à 7%, des gens qui sont à 20%. Bon, on va revenir en détail. On va faire un nuage de points. On va faire notre cutoff. On va fixer une ligne verticale et à partir de cette ligne, on va choisir les gens qui sont autour de 10%. Donc, on va choisir les gens qui sont moins de 10% sur notre groupe bénéficiaire et les gens qui sont plus de 10% sont notre groupe non bénéficiaire. Et à la fin, on va dire, donc, tous les enfants, tous les ménages, comme notre seuil c'est 10%, on va dire les gens qui ont 9%, 8%, donc c'est ces gens qui vont construire notre groupe bénéficiaire. Les gens qui ont 11%, 12%, ce sont de notre groupe contrôle. De seulement, la méthode discontinue, c'est seulement ça, en fait. Et à la fin, on va comparer. Puisque ces gens-là, si on construit quand on fait la ligne linéaire, comment, Y, A plus B plus C, là, si on fait la ligne, là, c'est une ligne linéaire, quoi. C'est une ligne constante. Donc, après le projet, on va voir qu'il y a une séparation nette. Bon, on va voir plus en détail, on va voir en détail, plus ça veut dire. Mais c'est seulement que le groupe contrôle et le groupe truc se construit à partir du seuil. Donc, tous les gens qui sont avant et après le seuil, mais qui sont proches du seuil, c'est ces gens-là qu'on va prendre pour construire le groupe. Donc, on va entrer plus en détail voilà, pour voir plus en détail. Donc, le premier, c'est l'assignation aléatoire. Le hasard répartit les unités entre groupes traités et groupes témoins. Avant l'intervention, les deux groupes sont comparables en moyenne. C'est ce que je vous disais. Donc, si on choisit aléatoirement les individus, si on choisit 400 individus aléatoirement et on les divise en deux, normalement, si on calcule la moyenne, si on fait les calculs statistiques, cela veut dire la moyenne de l'âge, le sexe, le truc, on doit trouver les mêmes, les mêmes. Il n'y aura pas de différence en fait. Et ce qui veut dire, après le programme, avec notre indicateur qui est lié au programme, donc, si la différence observée, on a une différence observée, cette différence, c'est directement alloué au programme. Et c'est directement attribué au programme. Ne cherchez midi à 14 heures. Donc, si la méthode assignation aléatoire est utilisée et que cette méthode est appliquée et applicable, il faut l'appliquer
à la fin du projet, vous n'êtes pas là fatigué. Donc, la différence observée, c'est nettement. Mais, c'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas que ça marche toujours. Parfois, un projet est là, tu n'étais pas là au départ, tu peux pas appliquer l'assignation aléatoire. Parce que l'assignation aléatoire, il faut l'appliquer avant le projet. Et en général, en pratique, ce que nous faisons en général, c'est très rare dans nos pays, là, les gens, qu'on nous appelle quand on fait la mise en œuvre du projet, surtout les projets étatiques en général, ils n'appellent personne, le gars est là juste après la fin du projet. Et quand tu es là à la fin du projet, tu ne peux pas appliquer la méthode aléatoire parce que tu devrais être là au départ pour l'appliquer. Ça, c'est une première condition. La deuxième condition, même tu peux appliquer ce programme, mais je vous donne un exemple concret. Je ne sais pas si ça a été lié, non, les limites, ça n'a pas été donné, mais ici, l'autre limite, c'est par exemple, comme l'exemple que je vous donnais, il faut retenir ça, hein, parce que on l'appelle le problème de contamination, en fait. Le problème de contamination, en fait. Parce que c'est en général le problème de l'assignation aléatoire. Et aussi, il y a, bon, les trois problèmes que je vais vous citer ici, les trois. Après, vous pouvez continuer à faire des recherches pour voir un peu les limites. Parce que là, on peut pas tout vous donner à la fois. On vous seulement propose une introduction et c'est à vous de creuser, creuser pour compléter, en fait. Ici, la condition numéro un, il faut être là avant le projet pour construire ces deux groupes. Avant. Sinon, si tu as manqué le départ du projet, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Deuxièmement, ça se fait toujours au niveau ménage ou au niveau individu. Sinon, tu vas avoir un problème de taille d'échantillon. Je m'explique. Si on est là, par exemple, on est en train de voir, on est en train de faire une évaluation d'impact au niveau département. Vous savez, au Sénégal, je ne sais pas, on a 45 ou 54 départements, je ne sais plus. Tu sais, une taille d'échantillon avec 54 individus, c'est trop faible. Tu vois, donc, le choix de l'assignation aléatoire, ça dépend parfois de, de l'individu. Quand on dit ici en statistique individu, individu ne veut pas dire personne, ne veut pas dire personne. Bu ñu waxee individu nekkul ni nit la ñuy wax. Bu ñu waxee population nekkul ni nit la ñuy wax bu dee statistique. Parce que tey jii bu ñu waxee on va faire une étude sur le département du Sénégal, sur le département du Sénégal, les individus fii nii mooy la population département la. Statistiquement, en fait. Il faut faire la différence entre individu quand on est en statistique et individu quand peut-être on est en démographie ou des trucs comme ça. Mais ici, il faut regarder l'individu qu'on met en avant. Parce que moi, je peux me dire, moi, je m'intéresse au département du Sénégal, alors que j'ai seulement 45 départements. Je sais qu'avec 45 départements, avec les méthodes statistiques, j'aurai des problèmes de convergence. Les moyennes que j'aurai, ce ne sera pas stable, des trucs comme ça. Donc, je peux laisser. Cette méthode n'est pas applicable. Mais si c'est au niveau ménage, ah, je peux dire que voilà, combien de ménages j'ai déjà? Si c'est trop faible, ah, mieux vaut ne pas. Voilà. Si c'est au niveau individu, c'est bien. Tu peux encore faire. Mais aussi, l'autre problème avec le niveau individu ou au niveau ménage, c'est le problème qu'on appelle le problème de contamination. Je dis, je viens dans mon village, je dis, je vais choisir 50 individus au hasard. Et parmi ces 50, je vais diviser par deux. L'un va être 25, l'autre va être 25. Mais su ma defee loolu noonu dama naan ñii ñooy jot ñii duñu jot. Mais par exemple, je donne des médicaments. Je dis, par exemple, médicaments yi ça soigne des vers wala day faj ay saan quoi pour xale yi. Ma ñëw ma choisir aléatoirement comme dama choisir aléatoire mën naa choisir des enfants yoo xam ne ñoo bokk même kër ah ki nga xam ne moo nekk bénéficiaire mën na jël di ko jox doomam mais ki nga xam ne moom choisir na ko warul woon normalement warul woon nekk bénéficiaire mën nañu nekk si añukaay bi ñu waxtaan rek ah ñii de garab yi ñuy jox garab yu baax la kii de ba ma ko dalee jox garab yi ba léegi sama doom bi amatul ay saan ah kon baax na abal may ma ci man ma jox ci sama doom ji
Pourtant, yow bi nga koy choisir, tu l'avais choisi pour mu nekk contrôle après, pour mu nekk comme un non bénéficiaire en fait. Mais kooku noonu jël na garab bi mu may ko parce que ñoom ñaar dañu bokk kër. Mais loolu noonu yow boo ñëwee à la fin nga def évaluation bu fekkee loolu noonu dafa bëri ci sa base bi ñi nga xam ne da nga waxoon ne waruñu bénéficier wu alors qu'ils ont bénéficié mais à la fin tu te retrouves que ne en réalité ñi nga waxoon ne ils ne devraient pas recevoir ils ont reçu parce que suñu société yi ñun Sénégal ñu fonctionner noonu la en fait boo amee benn information da nga koy partager après kooku noonu bu ñëwee ni que may ma si garab bu ne ko ah projet bi da waxoon duñ ko maye ñun ni ñuy fonctionner mën na jàpp ne kii dafa soxor léegi pour ces considérations sociales kii mën na ñëw ne may ko te yàlla xam ne xamoon na ne projet bi waxoon na ko ni ko bu ko maye bu la ci ñaanee bu ko maye mais buggul kii tamit mu mer mu may ko après yow à la fin da ngay dem di def évaluation d'impact mais tu te retrouves avec quoi benn groupe traité bu nuroog ak groupe témoin nga ñëw gis impact bi quasi nul ñëw ne projet bi amul impact projet bi amul impact parce que dafa am li ñuy wax effet contamination en fait dafa am nit yoo xam dañu bénéficier produit alors que waruñ ci woon a bénéficier wu loolu noonu li la koy permettre nga xam ko mooy le suivi évaluateur nga xam ne mooy def suivi moom moo ko mën a xam nga xam ne tey jii bu ñuy def évaluation d'impact ñooñu dañ leen di génne nga xam ne yow soo dee calculer sa taille d'échantillon dañoo wàññeeku na am mais mën na am jusqu'à certain niveau yow sa taille d'échantillon ba léegi day robuste moo tax des fois assignation aléatoire dafay dépendre léegi parfois qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ça dañ naan non nañu choisir au lieu que ñu mbokk benn dëkk nañu choisir benn dëkk bu gën a sori mais aussi là c'est problématique déjà dëkk bi nit bi mi ngi dëkk ci zone boo xamante ni dafa am ndox il est à côté de la mer nga choisir benn dëkk boo xamante ni c'est au fond pays au fond ci à l'intérieur la nekk jógewul géej déjà ñi bokkuñu activité économique bokkuñu nu ñuy comporté wu bokkuñu ñu ñuy lekkee bokkuñu ñuy fonctionner nga bëgg a jël kooku noonu comme contrefactuel pour nga ne ñaar ñi ñoo similaire vous voyez donc parfois la construction du contrefactuel n'est pas quelque chose de facile moo tax parfois méthode bi ngay utiliser ça dépend de ton contrefactuel sa contrefactuel moom moo lay pousser nga choisir méthode bii nii en fait mais ce n'est pas toi da nga xam ne méthode bii moo gën mais c'est ton contrefactuel moo la pousser nga choisir méthode bii nii assignation aléatoire c'est la règle d'or mais tey jii nii étude bi ni mu demee ak ni mu fonctionner nii ça te permet pas nga choisir assignation aléatoire parce que soo ko choisir soit ni mu projet bi demee soit projet bi dañ la wax ci même dëkk la nga choisir même nit ci biir dëkk bi mën nga am contamination mooy nit yoo xamante ni waruñu bénéficier wu yaa leen choisir comme des non bénéficiaires ils finissent par bénéficier et à la fin tu vas leur mettre comme des groupes témoins des groupes non bénéficiaires et tu calcules ton impact et tu n'as pas vu d'impact et tu dis que le projet n'a pas d'impact alors que c'est la mise en œuvre yow ni nga méthode bi nga utiliser moo baaxul de l'autre côté tu dis non pour éviter ça je vais choisir un village un peu loin mais il faut prendre en compte ñaari villages yi est-ce qu'ils sont comparables boo jëlee village boo xam ne il a de l'électricité un village qui n'a pas d'électricité si c'est problématique nga jël village boo xamante ni il y a la route et un village boo xam ne il y a pas la route qui passe et il y a un problème nga jël un village boo xamante ne un village qui est près du marché un village qui n'est pas près du marché c'est problématique donc boo demee bay choisir il faut choisir des villages similaires mais avec des distances raisonnables aussi avec des distances raisonnables donc si tout ça c'est compliqué voilà mieux vaut donc laisser cette méthode choisir une autre méthode ok vous comprenez l'idée de l'assignation aléatoire et les problèmes qui sont liés à cette méthode Oui, c'est bon oui, oui, c'est bon. il n'y a pas une question pour ça Is- ok donc on va passer à double différence. Double différence, il y a quelqu'un qui l'avait dit avant. Il faut chercher avant, est-ce que les gens sont similaires ou pas. Donc, le problème de contrefactuel, on est là. Le projet, parce que c'est toutes ces méthodes-là, ce sont des méthodes qu'on fait recours si on n'a pas l'assignation aléatoire. En général, voilà, toutes ces hypothèses nous posent problème. On a peur de faire ça, donc on utilise la double différence en fait.
La double différence. Donc, ce sont des méthodes, on observe deux groupes, traités et non traités, on mesure le résultat avant et après. Donc, avant le projet, donc tu es là avant. Donc, si tu n'es pas là avant le projet ou si tu n'as pas les informations avant le projet, tu ne peux pas le faire. Et il faut être avant et après. Vous comprenez? Et ensuite, quand vous avez avant et après, il faut prendre les informations entre les deux groupes. Cela veut dire, je vais prendre ce tableau-là pour que vous compreniez plus. Ce projet, on a les deux groupes. Pour chaque groupe, on prend les informations avant et après. Non traité, non traité, non traité. Avant et après. Si on prend 25 comme évaluation d'impact, ce résultat n'est pas bon parce qu'on ne tient pas compte les non traités. Si on prend 7, le résultat n'est pas bon parce qu'on ne prend pas en compte les traités. On a seulement pris l'aspect temporel. On a seulement pris l'aspect temporel avant et après. Souvent, on dit la méthode double différence, c'est la méthode qui prend en compte l'espace et le temps. L'espace, c'est les traités et non traités. Le temps, c'est avant et après. OK? Mais lui, il se base sur une hypothèse. Sans programme, les deux groupes auraient suivi des tendances parallèles. C'est ça son hypothèse de départ. Si cette hypothèse n'est pas vérifiée, il ne faut pas faire recours aux doubles différences. En général, les gens l'appliquent alors qu'ils n'étaient pas là avant le projet. Malgré tout, ils l'appliquent. Bon, en général, ils vont dire que bon, certains c'est intuitif, quoi, des trucs d'expérience. Ils vont dire non, c'est sûr qu'ils sont en parallèle. Mais il faut vérifier cette hypothèse rigoureusement. Il faut l'appliquer quand tu es là avant le projet. Certains l'appliquent quand ils ne sont pas là, mais du coup, ils ne peuvent jamais vérifier cette hypothèse en fait. Parce que tu peux ne pas être le suivi évaluateur et en général, le suivi évaluateur a un échantillon très différent. Toi, qui fait l'évaluation d'impact, tu ne peux pas dire que je vais utiliser les données du gars qui fait le suivi évaluation, je vais utiliser ces données comme situation de référence. Non, tu ne peux pas. À moins que le suivi évaluateur, bon, est un gars très documenté, qui était expérimenté, qui avait pris en compte de ça dès le départ pour, au cas où il y a l'évaluateur d'impact qui vient, donc il va donner ces données en fait. Et même si tu prends ces données, il faut toujours s'interroger comment les enquêtes ont été faites, comment les données ont été collectées, comment il a été calculé le taux d'échantillon. Toutes ces questions, tu dois les questions parce que tu n'étais pas là. Et avant de le faire confiance, avant de prendre ces données, il faut s'assurer que tout a été bien fait, tout a été convaincu, voilà, tout a été bien fait. Sinon, l'idéal, c'est que tu sois là avant et après et que les deux groupes auraient suivi des tendances parallèles. Des tendances parallèles. Pourquoi on dit des tendances parallèles? On n'a pas dit il faut qu'il y ait les mêmes valeurs en fait. Par exemple, quand vous prenez ici, on a 60-58. On n'a pas 60 partout. Cela veut dire sans le projet, même s'ils ont des différences, s'ils ont des différences, du projet à la fin, la tendance serait parallèle. C'est quand tu prends ici le projet. OK. Ici. Ici, on a le témoin. Donc, sans le projet, on devrait avoir le groupe témoin ici. Comment faire pour écrire ici même? C'est comme si sans le projet, on allait avoir quelque chose comme ça. Le groupe traité serait comme ça. Ouais, sans le projet, on allait dire, sans le programme, on aurait eu cette tendance. Cela veut dire aurait suivi des tendances parallèles. Ce n'est pas on va avoir exactement les mêmes points parce que le double différence va régler ça. Parce qu'au départ, on va calculer cette différence
Et ensuite, on va calculer cette différence. Et si on calcule cette différence et on calcule cette différence, l'impact sera nul. Parce que là, si on a 5, ici 5, vous voyez, parce que là, quand on calcule là et là, c'est 10, là et là, c'est 10. C'est comme on fait 10 moins 10, c'est 0. Là, c'est 5, là, c'est 5. Si on fait 5 moins 5, c'est 0. C'est comme si ce qu'on a fait ici, là, le calcul qu'on a fait, double différence qu'on a fait ici. Avant, après, là, si on avait 60, 85, là, 60, 85, on aura 25, 25. Si on fait 25 moins 25, c'est 0. C'est la même chose qu'on fait ici. Sans le programme, on a ici 10, 15. 15 moins 10, c'est 5. Là, à la fin, on aura 10, 15. Ou bien 25, 30. La différence, c'est 5. Si on fait 5 moins 5, ça fait 0. Là, si on fait cette différence, c'est la même chose. Donc, c'est 0. C'est pourquoi cette hypothèse est fondamentale. Mais qu'est-ce qui nous fait vérifier que sans le programme, c'est une des limites de ce modèle, en fait. Qu'est-ce qui nous dit que sans le programme, la tendance serait toujours parallèle? Qu'est-ce qui nous dit ça? Donc, ce sont des choses qui sont très difficiles à vérifier, mais malgré tout, on suppose, on le fait et on utilise cette méthode, en fait. Mais c'est une des limites de ces méthodes, en fait. Il y a d'autres limites que vous pouvez voir après. Voilà, puisque voilà, on arrête presque aux environs de 13 heures. Donc, je vous explique simplement le principe et après, vous allez compléter. Voilà. Ce soir même, vous allez avoir le temps avec Ndiaye pour voir plus. Maintenant, comme ici, au départ, on a même départ ici. C'est à cause du projet, la tendance n'est plus comme ça, mais on est quitté là à là. Maintenant, pour calculer l'impact du projet, il faut calculer la différence initiale, la différence dans le temps pour avoir la différence du projet. C'est pourquoi on appelle la double différence. On fait le calcul différence entre avant le projet et après le projet et on calcule la différence entre le groupe témoin et le groupe contrôle. Vous comprenez? C'est clair? Pas de questions? Pas de questions? Vous dormez là? Pour la méthode appariement, c'est ce que je vous disais en fait. C'est ce que je vous disais. On a le groupe bénéficiaire et le groupe non bénéficiaire. Les méthodes économétriques qui sont implémentées dans Stata, c'est ce qu'il fait. On lui donne les critères, les variables observables. Quand vous exécutez le modèle, c'est à lui, il y a les distances euclidiennes, des trucs comme ça. Bon, je ne vais pas entrer dans les trucs en détail, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez creuser. Mais ce qu'il va faire, il va prendre ces informations-là. Donc là, on a Marietou Camara. Marietou Camara, si on prend son âge, son sexe, son niveau d'études et son revenu initial, quand tu exécutes la commande, il va directement aller dans le groupe des bénéficiaires, il va chercher Mamfatou. Peut-être Marietou et Mamfatou sont similaires. Ah, selon ces critères-là. Donc, il va faire marcher. Donc, il va dire Mamfatou est similaire à Marietou. Donc, ces deux-là sont comparables. Donc, à la fin, on va avoir 4 observations de bénéficiaires et 4 observations de non-bénéficiaires. Donc, en pratique, vous allez voir avec Augustin Ndiaye qui va expliquer comment vous allez, comment ça se fait, parce qu'il y a des graphiques qui vous montrent que voilà, comment ça se passe et comment ça se fait en fait en pratique. Mais en principe, c'est seulement ça en fait. Quand tu exécutes la commande, il va faire des calculs des distances et il va comparer les distances entre les deux. Donc, il va dire, ah, lui là, il est plus similaire à là, il le prend. Lui là, il est plus similaire à là, il le prend. Lui là, il est similaire à là. À un certain moment, on peut fixer dans la commande, dire, lui là, il peut être similaire à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci. Donc, on peut prendre 3 individus dans le groupe contrôle, peut être similaire à un seul individu. Ce n'est pas un problème. Puisqu'on calcule les moyennes, ce n'est pas un problème. Vous voyez?
Et l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il est trop gourmand en données. Si vous décidez de le faire, il faut décider d'enquêter plusieurs personnes. Parce que pourquoi? Parce que quand tu exécutes la commande là, il peut arriver que des bénéficiaires ne trouvent pas des individus similaires dans ce groupe. Et dans ce cas, la méthode va supprimer tous ces données-là qui n'arrivent pas à trouver des bénéficiaires. Tu peux enquêter au début 500 personnes et après que tu fais le matching, l'appariement des profils proches, tu te retrouves avec 200. Et c'est sur 200-là que tu dois faire l'évaluation d'impact. Et comme vous le savez, il y a le problème de convergence lié à la taille d'échantillon. Donc, comme vous le voyez, plus la taille d'échantillon est grande, plus on a plus de précision. Donc, plus la taille d'échantillon est faible, plus la précision n'est pas acquise. Donc, pour ces données-là, pour ce type de trucs-là, il faut toujours s'assurer. Voilà, en général, moi, quand je faisais des enquêtes sur ça, j'ai enquêté plus de 1500, hein, pour à la fin retourner autour de 1000, 1200 comme ça. En général, les 300, je les perds. Et c'est encore plus pire quand les variables observables, plus tu ajoutes des détails, plus tu trouves un problème. C'est naturel en fait. ñaari nit bu leen dee comparer ngay leen di comparer ba ca xefu bët ya c'est normal que nit pour nga am koo xamante dañoo nuroo ba ci seeni bët ni ñuy xoolee day doon problème dafay am loo xam ne il faut que nga bàyyi ko. kenn nekkul di xool similitude 100% 100%. Su fekkee da nga bëgg nit boo xam ne dafa am même âge même sexe nga bëgg ci dolli même taille nga bëgg ci dolli même loxo yu tolloo même ongle yu tolloo même sikkim bi tolloo dafay nekk problème en fait. foofu noonu loo gën a dugal ay détails moo tax cette hypothèse là il faut faire attention ci li ngay dugal quoi en fait parce que plus c'est détaillé plus nit yi di gën di différent. C'est naturel loolu moom naturellement nit yëpp nuroowuñ 100%. léegi dem nañ ba gis ne empreinte yi c'est différent entre les personnes donc soo delee jël jusqu'à empreinte ça veut dire yow doo mës a am nit bu nuroog nit kon il faut que nga am loo xamante ni yow suivant ton étude nga naan nit yi daal nañ nuroo ba tollu fii il faut que les personnes soient similaires jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau ça va mais sinon plus looy gën di dugal détail plus ngay am problème mu gis ci bénéficier nii ku mu nuróol fii nii en fait. Et là n'oubliez pas on est toujours dans le contrefactuel. Tout ce que le modèle fait ici, là, ce que la commande fait ici, c'est toujours trouver le bon contrefactuel, en fait. Et c'est la méthode la plus célèbre, hein. En général, c'est la méthode la plus utilisée. C'est la méthode la plus utilisée. Mais en tout cas, avant de l'utiliser, il faut s'assurer qu'il a un taille d'échantillon, taille d'échantillon suffisant. Comme je vous disais ici, comme fini, da ngay dugal ay variables nga ne yow comme yow yaay décidé na ça va mais tu vois la limite majeure c'est qu'il ne corrige pas toutes les différences parce qu'il y a les différences non observées. Par exemple, pour ironiser en fait ah Marietou Camara mën na am dafa nay mais Fatou Cissé dafa tàlli. Qui te dit que le critère Marietou maa ngi tuub de qui te dit que ne critère nay ak tàlli amul impact suñu indicateur bi personne ne sait. Mais malgré tout dañuy bàyyi noonu rek ak suñu hypothèse statistique yi ne bon yàlla baax na mais à chaque fois il y a des limites en fait. Il y a pas une méthode boo xamante ni méthode parfaite en fait. Évaluation d'impact ni déterminer contrefactuel nekkee problème noonu la méthode yi dañuy góorgóorlu rek ci méthode yi pour minimiser les dégâts mais il y a toujours des erreurs mais l'objectif est de minimiser. Et def nañ ay programme ci Stata yoo xam c'est juste pour ça en fait bu ñu ko amee dañ naan scientifiquement mën na jàpp ne même bu fekkee am na ay erreurs ça va quoi. Après ce soir c'est ce que vous allez faire les méthodes pratiques mais théoriquement à chaque fois méthode boo mënti jël am na ay limites quoi ak bu mu si mënti doon. Mais pour cette méthode apparemment c'est la méthode la plus utilisée en pratique mais soo demee ba koy utiliser il faut s'assurer que la taille d'échantillon est suffisante. Il nga jël ay données yu bari parce que soo defee ba exécuter comme une bonne partie de l'échantillon da nga koy sànni bu fekkee amuñu ku ñu nuróol da nga koy sànni du la amal benn njëriñ ci sa étude. moo tax loolu noonu da nga koy jël en compte quoi c'est ci sa échantillonnage booy échantillonné boo defee ne sa taille échantillon 1200 la ne naa ci doole 300 bu fekkee budget bi permettre na ko au cas où taille échantillon moom doo perte
à quel que soit alpha de parce que la loi des grands nombres, plus la taille d'échantillon est grande, plus on a la précision. Tant que budget bi may na la ko def ko mais parfois nag am na projet yoo xamante ni xaalis amul et ils veulent faire des évaluations d'impact fay am jeexital en fait ci résultats yi ngay am forcément il y aura toujours ci le budget et le truc le logistique bi dafay am influence ci ce résultat quoi en tant qu'évaluateur d'impact il faut prendre des enquêteurs très sérieux il faut poser toutes les questions à ton suivi évaluateur s'il n'est pas sérieux résultat yi mu lay jox bu ko jël il faut le mettre de côté toi aussi il faut voir toujours la méthode la plus appropriée nga def ko nga jël la taille d'échantillon très suffisante pour mën a def say évaluation d'impact bu jaar yoon boo xamante même su fekkee am na ay erreur et te méthode bu mu mënti jël am na ay erreur nga mën a joxe des suggestions yoo xamante ni voilà personne du nekk fi di remettre en cause ta méthodologie en fait parce que dans la recherche c'est seulement la méthodologie qui compte quoi si ta méthodologie est bonne voilà d'accord ça va le reste nag bon ça peut être différé d'un autre keneen mën na jël beneen approche avoir un autre résultat mais c'est pas aussi problématique en fait donc la méthode discontinue de régression c'est ce que je vous disais c'est ce que je vous disais ici sans le programme sans le programme lii lañ doon am sans le programme ligne bi da doon continuer nii sans le programme ligne bi dëng na mais baal leen ma ko sans le programme dañ doon am benn ligne linéaire quoi dafa war a jub quoi xam nga léegi bu ñuy choisir suñu contrefactuel fii la ñuy choisir individu yi nga xam ne dañoo nekk fii individu yi nga xam ne dañoo nekk ci cercle bi léegi mën nañ choisir ne côté bii nii mooy non traité côté bii mooy traité ce qui fait après l'évaluation du projet après l'impact du projet bu ñu amee différence dañ naan lii nii mooy différence projet bi là à là du coup ñun bu ñu paree ci projet dañ naan lii mooy différence projet bi mais le seul problème de cette méthode mooy kenn mënu ko généraliser en fait c'est un impact boo xam c'est local en fait parce que jëluñu population bi yépp en fait juste dañoo jël fii nii construire ne projet bi am na impact autour du seuil en fait parce que lu tax ñu koy def dañ naan en général nit yi nekk fii ak nit yi nekk fii en général ils sont similaires qu'est-ce qui se passe désolé. Vous comprenez? Donc, bon, bon, en tout cas, moi, dans mon expérience, je n'ai jamais utilisé cette méthode, mais ça ne veut pas dire que voilà, ce n'est pas utilisable dans tous les cas. Mais ça arrive que vous voyez ça. Et si on vous demande ça, c'est pas diabolique, c'est pas quelque chose de truc, c'est seulement un seuil. On te dit, voilà, un seuil, voilà, un ménage avec score pauvreté inférieur à 35% est éligible au transfert. Donc, tu veux trouver un contrefactuel. Voilà, tu prends des individus, voilà, qui sont au-delà de 35, mais qui sont pas trop loin, en fait. Parce que prendre des gens qui sont ici extrêmes, voilà, c'est vraiment pourquoi? Parce que des indicateurs comme la pauvreté, il y a des raisons. Si la pauvreté est trop élevée pour certains et trop faible pour d'autres, c'est parce qu'il y a une disparité, il y a une nette différence entre les deux groupes. Mais si la différence entre le seuil de pauvreté, c'est de 35%, là, c'est 36%, on peut dire que ces individus sont similaires. C'est ça la logique, en fait. Donc, un ménage qui a, donc, si le taux de pauvreté ici, c'est
36%, il y a une différence de 1%, on peut dire que voilà, c'est statistiquement non significatif. On peut dire que ces deux individus sont similaires en fait. Voilà, ces deux mélanges sont similaires, des trucs comme ça. C'est pourquoi on prend les points autour du seuil pour dire que les gens sont similaires. C'est juste pour construire le contrefactuel. Et ensuite, une fois construit le contrefactuel, après, à la fin du projet, si on a une différence, on peut dire que c'est le projet en fait. Mais toujours, l'effet estimé est local. C'est parce que ça dépend au seuil. Si on change, parce que ici, si c'est inférieur à 35%, donc 4%, on allait être là. Donc, les mêmes individus qu'on choisit ici ne seraient pas les mêmes individus qu'on choisit ici. C'est pareil, si on dit que le taux de pauvreté, c'est 45%, les mêmes individus qu'on choisit ici ne sont pas les mêmes individus. Cela veut dire les impacts ne sont pas les mêmes si on change. C'est pourquoi on dit que l'effet est local. Est local. C'est seulement parce qu'il a choisi 30, inférieur à 35%. S'il change 25%, 30, 34%, donc voilà. Donc c'est un tout petit peu les effets, les limites de ce modèle. Donc comment choisir une méthode? La dernière question, je pense, ou bien voilà, l'avant-dernier. Comment choisir une méthode? La méthode découle du mode ça dépend toujours du méthode d'implémentation. Peut-on l'assigner? Peut-on assigner l'accès au hasard? Oui, c'est la randomisation. Mais il faut toujours être là avant le projet. On ne peut pas l'appliquer après le projet. Les gens ont déroulé, ils ont fini, ils t'appellent, ils te disent, il faut faire une évaluation. Tu viens, tu dis, je vais faire une randomisation. Comment? Comment tu vas faire une randomisation? Comment? Les gens ont déjà bénéficié, hein? Tu ne peux pas faire une randomisation. Une randomisation dit, tu prends toute la population, tu prends 100. Tu dis, c'est ces gens-là qui vont bénéficier, ces gens-là ne vont pas bénéficier. Et tu déroules le projet, tu donnes ces gens et tu laisses les autres. C'est ça que ça veut dire randomisation. On ne peut pas attendre vers la fin, tu fais randomisation, tu fais randomisation. Tu vas avoir les gens, ces gens ont bénéficié, les gens ne sont pas bénéficiés. Non, ça, c'est pas randomisation. OK? Dispose-t-on de données avant et après? Il peut arriver dans un programme, vous avez les données d'avant et les données d'après. Si dans ce programme, voilà, on te dit seulement de faire l'évaluation d'impact. Tout a été collecté ou bien on a collecté avant, mais il faut s'assurer que les données collectées avant sont cohérentes, ont été bien faites avant de l'utiliser en fait. Si c'est différent de toi, il faut prendre ton temps de vérifier tout, hein, de s'assurer que tout a été bien fait. Sinon, à la fin, tu vas pas dire, tu vas pas prendre les résultats, on t'attaque, tu vas dire non, le problème ce n'est pas moi, c'est à cause de l'autre, hein. Parce qu'on t'a payé pour faire ça, pour bien faire ce travail. Si on te donne quelque chose de mauvais, tu le prends, c'est sous ta responsabilité. Tu n'as pas à accuser quelqu'un d'autre, c'est toi. Donc, si tu as des données d'avant et après, tu peux toujours appliquer le double différence, la double différence, diff in diff. Cela veut dire des deux côtés, quoi. Cela veut dire les bénéficiaires et les non-bénéficiaires. Les bénéficiaires avant et après, les non-bénéficiaires avant et après. Bon, je pense que ce soir, ils vont revenir sans plus en détail dans la pratique. Ici, ce qui est crucial, a-t-on de bonnes variables observables comparables? Parce que ça dépend des variables observables qu'on a choisies, hein. Donc, si on a les données, si on est là, on nous demande d'évaluation d'impact, même si on n'était pas là avant le programme, c'est pourquoi c'est plus appliqué d'ailleurs. Même si on n'est pas là, on n'était pas là avant le programme, on fait des hypothèses fortes, on va dire village B qui est à côté avec une distance raisonnable. Donc, on va dire nos bénéficiaires, c'est comme si c'est le village. Donc, on va prendre ce village comme témoin. Et on va dire, on va contrôler avec ces variables âge, sexe, niveau d'études, revenu de ménage. C'est pourquoi il te dit, cette méthode, il faut bien choisir les variables observables comparables. On ne choisit pas n'importe quoi des variables, n'importe comment des variables. Voilà, il faut choisir des variables qui sont susceptibles d'apporter des différences. C'est pourquoi, avant de faire des statistiques descriptives, quoi, on fait des statistiques descriptives
avec les variables là comparables qu'on a sélectionnées. Donc, on va faire un tableau de sketch descriptif, on va calculer les moyennes, moyenne âge, groupe bénéficiaire, groupe non bénéficiaire, moyenne sexe, groupe bénéficiaire, groupe. Et on va faire certains font des tests, certains font, voilà, des tests de Houston, certains font des tests de Kidde pour voir, voilà, est-ce qu'il y a des différences entre les deux, quoi, en fait. Donc, si on fait les tests, il n'y a pas de différence, on peut dire gongo, nice. Tout est OK. Donc, on peut. Aussi, il faut noter cette méthode est très gourmand en données. Si vous décidez de le faire, ah, voilà. Ne donnez pas trop de détails sur les variables observables comparables. Cela veut dire les variables qui permettent de dire que sans le projet, les deux groupes auraient été similaires, en fait. Il ne faut pas choisir trop de variables. Il faut seulement choisir le nombre de variables similaires et les variables qui sont susceptibles. Ne choisissez pas à l'aveugle comme ça. Voilà. Il faut réfléchir. Quelle variable peut influencer? Quelle variable peut influencer? Quel truc peut influencer? Regardez sur la littérature. Regardez ici, regardez là-bas. Voilà. Introduire tout ce qui est truc. Et ensuite, dans ton domaine, dans ta base, tu fais des tests de différence pour voir. Et toute variable que tu vois qu'il y a une différence, il faut l'introduire. Toute variable où il y a une différence entre les deux groupes, tu vois que l'âge, là on a 58 ans, là on a 54 ans, et que tu fais le test de statistique, c'est différent. Quand tu mets dans ton modèle, il faut introduire cette variable. C'est cette variable-là qui va permettre de corriger ton effet à la fin. Vous voyez, donc il faut mettre toutes les variables où il y a une différence, il faut l'inclure. Ça, je pense que M. Ndiaye va revenir ça dans la pratique. Comment il faut introduire les variables et quelles sont les variables qui sont intéressantes à introduire. Voilà. Dans les documents, il est important de montrer que voilà, cette différence n'existe pas. Il est important, toujours important de montrer ça. Il est toujours important de le montrer. Voilà, comme preuve, quoi, en fait. Voilà, il n'y a pas de différence. Toi, tu le mets derrière le document, soit tu le mets dans le document. Mais il faut toujours, comme c'est un rapport scientifique et truc, tes collègues peuvent tomber sur le document, ils peuvent lire et bon, s'ils voient que le travail n'a pas été bien fait, mon gars, ah, c'est pas bien pour toi, hein. Ce n'est pas parce que tu es seul dans ton bureau, tu peux faire du n'importe quoi, parce que le document que tu mettras sera publié. Et un bon jour, moi, je peux ouvrir ce document pour dire, ah, voilà un document, qui a fait ça? C'est monsieur tel. Ah, lui là, je regarde, il a fait du n'importe quoi. Le gars, il n'est pas sérieux, hein. Et ta réputation, tu le mets en, ta réputation est là. Donc, chaque travail que vous faites là, ne dis pas que moi, je suis dans mon bureau, je fais ce que je veux. Parce que tout ce que tu fais, tu vas le publier et tu ne sais pas qui va ouvrir ça à la fin. Tu ne sais même pas. Peut-être moi, je peux me tomber, peut-être M. Ndoye peut tomber sur ça. Voilà, peut-être ton camarade ou ta camarade peut tomber sur ça. Il a dit, pourtant, nous, on n'en avait pas appris ça. Pourquoi il a fait ça? Hein? On ne sait pas. Peut-être il peut être ton collègue dans la même boîte. Il peut être ton concurrent potentiel. Donc, il faut faire très attention sur ce que vous faites. OK, ne fais pas copier-coller, genre, un rapport en disant, il avait fait ça, donc moi, je copie, je colle, je fais la même chose. Non, c'est pas ça. Tu es expert consultant. OK? Et le programme, le dernier, le discontinuité, le problème, c'est qu'il repose sur un seul seuil. Donc, si on change le seuil, l'impact peut changer. La population peut changer, l'impact peut changer. Donc, voilà, quand on prend ces trucs-là, c'est donc seulement une solution locale, quoi. Donc, principe directeur, ne pas choisir la méthode d'abord. Partir de la règle réelle d'attribution du programme. Il faut voir tout. Il faut se poser toutes les questions. Pourquoi l'accès au hasard? Je ne peux pas le faire. Donc, il faut dire, voilà, comment le projet a été donné, comment le projet a été, est-ce que j'étais là? Et est-ce que la méthode dont ce projet-là, comment on le fait? Est-ce que cette méthode est appropriée? Est-ce que si j'applique cette méthode avec ce projet-là? Donc, il faut comprendre d'abord le projet. Il faut d'abord comprendre le programme. Ce programme est destiné à qui? C'est quel type de programme? Quel type de produit on donne? Quels sont les indicateurs attendus? Et après là, tu décides vraiment la meilleure méthode est celle qui est crédible et faisable.
Là, on n'est pas à dire double différence est meilleure que randomisation, appareillement est meilleure que indice, voilà, discontinuité est meilleure. Non. Chaque méthode est meilleure que l'autre selon le contexte. Selon le contexte, il faut toujours prendre en compte le contexte. Un bon design vaut mieux qu'une sophistication économétrique mal adaptée. Il faut un bon design, cela veut dire une bonne comment on dit, conception en fait. Parce que tout dépend de la conception. Les méthodes là, c'est pas un problème en fait. Mais qu'est-ce qui est plus adapté? Et après, tu appliques. Quand tu appliques, voilà, tu as des résultats. Mais il faut s'assurer, c'est quel projet? Quels sont mes indicateurs? Est-ce que si je peux... Moi, je ne peux pas vous dire de manière objective, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est subjectif. Moi, on peut me donner un projet, j'utilise mon expérience pour dire que ça, c'est plus adapté. J'utilise... C'est un peu subjectif à un certain moment, en fait. Mais toujours, il faut être objectif. Cela veut dire la finalité, c'est de trouver la meilleure méthode, la meilleure pratique, en fait. Vous comprenez? Maintenant, vous avez toutes les méthodes, vous avez un programme, il faut ouvrir. Là, on vous dit, si vous voulez appliquer double différence, il faut une condition fondamentale, obligatoire, avant, les données avant et après. C'est le minimum. Si vous n'avez pas ça, oubliez cette méthode. La randomisation, si vous n'êtes pas là au début du projet, ah mon gars, oublie le projet, oublie cette méthode. Si vous avez peur que si moi je fais la randomisation et que des gens que j'ai classés comme groupe témoin, groupe de contrôle peuvent accéder au produit et à la fin ils peuvent me causer des problèmes, j'utilise pas ce programme. J'utilise pas cette méthode. Mon gars, non, non. Ce que ça veut dire, c'est le programme qui détermine la méthode en fait. Il ne faut pas dire moi, je vais d'office, je vais appliquer la méthode aléatoire. D'office, je vais appliquer appareillement. Non, tu ne peux pas faire ça. Ah, tu peux dire, je veux faire appareillement. On te dit, est-ce que tu as des données observables, des variables observables? Ah non, toutes les variables que je pourrais utiliser comme compare n'est pas observable. Non, oublie. La méthode appareillement. Est-ce que j'ai un taille d'échantillon suffisant pour faire ça? Parce que si je fais le matching, alors vous allez voir avec l'autre et que je trouve un taille d'échantillon très faible, ah, j'ai peur que mes estimateurs ne soient pas convergents. Voilà, j'ai des estimateurs très biaisés, donc je mets out. Ah, ici, je mets le discontinuité. Ah, c'est un modèle à seuil. Bon, je vais le mettre, je vais l'appliquer. Mais si je peux mettre un truc que je veux généraliser, que je peux mettre de manière inférentielle, donc je ne peux pas utiliser le truc local parce que je ne pourrais pas généraliser parce que ça dépend d'un point. C'est pourquoi on dit c'est local en fait. Donc c'est à l'implémenteur, à l'évaluateur de comprendre d'abord le projet et enfin de déterminer quelles sont les données disponibles et quels sont les budgets qu'il a parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte et ensuite déterminer le programme le plus appliqué, le plus approprié. OK? C'est ici, comme on dit, référence causale. C'est l'acte principal en fait. Quand on a ça, on n'a plus rien à faire. On généralise, on prend le résultat, on généralise, point final. Mais les limites principales, pas toujours faisables. Mais c'est trop fort. En tout cas, c'est l'idéal en fait. En double différence, capte les évolutions, tendance parallèle, c'est l'hypothèse fondamentale. Comme la randomisation, il faut pouvoir randomiser. Et pour pouvoir randomiser, il faut être là depuis le projet. Tu choisis en même temps les bénéficiaires et les non-bénéficiaires. Tu les choisis en même temps et tu décides de choisir les autres. Mais ce n'est pas toujours possible. Et les doubles différences, la condition clé, c'est la tendance principale, la tendance parallèle. C'est quelque chose qui est très, très, très difficile à vérifier. Voilà, parce que le problème est, si la trajectoire est différente, voilà, il y a un problème. Mais si tu es convaincu que voilà, tu as des indicateurs qui permettent de montrer que voilà, tu peux s'assurer, mais c'est fort. Tu peux le faire aussi. Voilà. Après la randomisation, c'est la méthode la plus suggérée, hein. Voilà. L'appariement, c'est une méthode simple. C'est pourquoi c'est plus utilisé. C'est simple et intuitif.
mais n'élimine pas n'élimine pas, le problème ici n'élimine pas toutes les caractéristiques observables. Tu peux choisir des variables, mais rien ne te dit que vraiment tu as pris en compte toutes les caractéristiques observables qui peuvent influencer le projet. Rien ne te dit ça. Rien ne te le dit. Voilà. Et là, il faut richesse des observables. Il faut un panier de variables observables qui vont mettre en avant et qui sont pertinentes. Voilà. Et un taille d'échantillon assez élevé, en fait. C'est pourquoi il est classé comme moyen, en fait. Mais l'idéal, c'est randomisation et double différence. Et si là, si un bailleur te dit vraiment, il y a un seuil strict à respecter, voilà, c'est cet effet qui est, c'est ça qui est quoi, qui veut dire. Moi, je veux enquêter des enfants, voilà, de moins de 24 ans. De moins de 24 ans, en fait. Là, il est intéressé parce qu'il y a un produit à donner des enfants qui sont autour de 24 ans. Donc, voilà. Voilà, un seuil de 24 mois. Donc, il faut choisir, voilà. Donc, quand c'est vraiment strict et respecté, quoi. Voilà. La message pédagogique. Toutes les méthodes cherchent le même objectif, mais leur validité dépend des hypothèses qui rendent des groupes de comparaison crédibles. Toutes ces méthodes-là qu'on a là, c'est seulement le contrefactuel. C'est le contrefactuel qui nous a amené à ici. Parce que tout ça là, c'est d'essayer de déterminer le contrefactuel. Voilà. Et chacun a ses hypothèses, et si ces hypothèses ne sont pas vérifiées, il faut passer à l'autre. Donc, en quelque part, le choix, ça dépend exclusivement, je répète encore, exclusivement de l'évaluateur d'impact. C'est toi, tu connais le projet, c'est toi qui as toutes les questions. Après ça, tu vas décider quelle méthode est plus appliquée et plus appropriée. Mais en général, la randomisation est l'idéal, mais la double différence à l'appareillement, voilà, sont plus utilisées en quelque sorte. Donc, trois messages de fin de séance à retenir. L'évaluation d'impact consiste à identifier un effet causal, pas seulement une corrélation, pas seulement un effet, mais un effet causal. Qui dit un effet causal? Ça veut dire, est-ce que l'impact, le changement qu'on a eu après le programme, est-ce qu'on peut le coller directement au projet? Est-ce qu'on peut l'attribuer au projet? Mais excusez-moi, Monsieur Fall. Mhm, Dans le processus que vous êtes, l'explication que vous avez donnée tout à l'heure, est-ce qu'il y a réellement une légère différence entre causalité et corrélation? Parce que, en ce que je comprends par corrélation, c'est l'étude de la convariance. C'est-à-dire, il y a, par exemple, le taux d'entrée, une hausse du taux d'entrée entraîne une augmentation de l'investissement. Exemple. mhm, Maintenant, dans le suivi et dans l'évaluation, si par exemple, les intrants, c'est-à-dire les facteurs de production, ont, ont abouti à, à un niveau élevé des meilleurs élèves, c'est-à-dire ou a rendu les élèves meilleurs, je mhm. pense que est-ce qu'il y a une légère différence entre corrélation là-bas et l'effet effet causal? Je ne comprends pas beaucoup. Je propose une question. Bon, je propose une question simple. Ok. Quand on parle de corrélation, en général, quel est l'adjectif qu'on met après? Corrélation Après corrélation, en général, on dit corrélation entre. positive, corrélation négative. Négatif. Ah oui, Mhm. positive ou négative, oui. Oh, est-ce que tu as entendu dire une corrélation? On a une corrélation de 2 ou une corrélation de 4? Non. Non, non, non. Tu vois, non? Oui, oui, je vois. Oui. La corrélation n'est pas là. On peut avoir une corrélation forte, une corrélation faible, mais on dit une corrélation positive, une corrélation négative. Tu vois déjà? Donc, l'évaluation d'impact n'est pas là à dire que l'impact a un effet positif sur le revenu. Quand tu dis Sonko te donne un programme. Moi, j'ai renforcé, j'ai donné tant de
milliards pour que les enseignants, pour le bien-être des enseignants, truc, pour que les enfants aient de bonnes notes, comme ça, des trucs comme ça. Mais est-ce que je vais dire Sonko, Monsieur Sonko t'a donné des cadres, mais le projet là a un impact positif, a un effet positif sur la scolarisation des enfants. D'accord? C'est pourquoi on te dit pas seulement. Si tu te dis, mais il le dit, mais il va te dire de combien, mon gars? Est-ce que cette corrélation, c'est seulement dû au programme? Tu vois les questions, hein? Effet causal. Quand on parle effet causal, on fait référence au projet. L'attribution exclusive du projet, en fait. Je comprends, je comprends. Donc, Voilà. la corrélation, elle est plus qualitative que quantitative. Descriptive, on dit. Et je pense on l'a expliqué quelque part ici. Oui, c'est dans l'autre document. C'est plus descriptive. Voilà. C'est une question descriptive, en fait. Tu es en train de décrire. Voilà que le projet a un effet positif. Ça, c'est ce qu'on voit, en fait. Maintenant, si on avance un peu loin en faisant des tests de corrélation, par exemple sur Evolus ou bien, maintenant, là, on pourrait avoir des valeurs à partir des tests statistiques. Cela ne va pas nous permettre de manière réelle de donner des valeurs. Non, non. Parce que bon, tu peux avoir une corrélation, mais actuellement, quand on parle d'évaluation d'impact, ce qui nous intéresse, quand on a une différence de 100, quand on a une différence de 100, que ce soit positive ou négative, l'évaluation d'impact, qu'est-ce qui l'intéresse? Est-ce que ces 100-là, on peut l'attribuer au projet? C'est ça le rôle de l'évaluation d'impact. Il n'est pas là à dire moins plus. Même ça, c'est important parce que ça permet après de qualifier l'impact en fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est de dire, ah, j'ai 100, mais est-ce que ces 100-là, c'est dû au projet? Tu comprends? Est-ce qu'on se comprend? Je comprends. Non, non, si tu n'as pas compris, tu peux reformuler en fait. On peut faire une discussion. Tout le monde est truc. Si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec l'explication que je donne aussi, vous pouvez apporter d'arguments en fait. Mais la corrélation là, c'est plus descriptive en fait. Tey su ma nee la man ak yow kusut yow nga ne ma yaa ma gën a njool loolu c'est une appréciation descriptive. Mais tey jii bëggoon naa xam man su ma njoolee ñaata laa la njoolal nga ne man de maa la ëppale yow yaa ma ëppale de 10 centimètres mais 10 centimètres yooyu noonu bu fekkee benn projet la mën nañu wax ne 10 centimètres yooyu noonu est-ce que dañoo am benn produit boo xamante ni benn projet moo la ko jox te man joxuma ko l'approche corrélation dafay ñëw fii ne juste moo tax fii nii ñu doon wax am na fu ñuy wax fii nii ici. Peut-on conclure immédiatement? Non, pas ici. Observer un résultat après un programme ne suffit pas. Ça, la corrélation, dans la koy jox. La corrélation, mën na ñëw ni la, le projet a fait augmenter. Parce qu'il a un effet positif, voilà, un impact positif sur le projet, en fait. Un effet positif sur le projet, sur la variable. Moi, bu ñuy wax corrélation, on fait pas référence à la valeur, mais on parle en comment, le comment. Michel, Ça va dans le même sens ou bien dans le sens contraire? C'est bon? Michel. Allô? Oui, bu fekkee ma comprendre li ngay wax bu fekkee ma comprendre ko. waaw mën naa ko tënkee ni comme exemple bi nga joxe sànq. que ne corrélation moom dafay wane ne maanaam ne ñaari yii nii am nañ relation daal. waaw mu ngi noonu. waaw am na relation bii ak bii am na relation. waaye nag comme ni nga waxee sànq ne que léegi nag relation boobu noonu moo tax da nga koy observer nii. léegi nag relation boobu noonu mooy ne relation bi mooy ne bu lii bu amee
lii bu amee maanaam ne gis nga ne lii bu amee lii dana yokk. waaw. waaw xam nga loolu mën nga établir ne ñoom ñaar am na relation. Mhm, mhm, waaye nag ndax yokk boobu noonu. mhm. lan moo ko waral ndax projet bi moo ko waral. ou waral ko voilà c'est ça merci beaucoup. voilà yokk boobu noonu nga xam ne gis nga ko. Mhm, nga xam ne kii est là observable nga xam ne mën nañ ko constater. mhm. ndax maanaam ne projet programme bi nga teg maanaam ne moo ko indi mbala indiwut ko foofu ngay duggee ci effet causal boobu noonu. merci beaucoup. waaw bu fekkee moo ko indi da ngay xam ne maam ne programme parce que yokk bi leneen mën na ko indi wut programme bi. merci beaucoup. voilà leneen mën na ko indi wut programme bi léegi nag da ngaa war a xam ba xam ndax programme bee ko indi mbala indi bu fekkee programme bee ko indi kon programme bi am na njëriñ. baax na voilà mooy effet voilà bu causal fekkee boobu. programme bi indiwut kon ndax mën naa am te programme bi du ko indi. voilà c'est ça. waaw mën naa am te du ko indi léegi nag li fekk mu am boobu noonu mooy corrélation bi. merci beaucoup. voilà lu ñu observe lu ñuy gis la ko waaye nag ndax moo ko indi mbala indiwut ko nag maam ne foofu lay maanaam ne effet causal bi impact bi foofu lay ñëwee. voilà léegi foofu waaw sax bu moo tax ñu fekkee jël daal ma comme évaluation comprendre d'impact. waaw. c'est ça c'est ça waaw c'est ça c'est exactement waaw. ça c'est très bien expliqué. Mm. Je pense que l'autre est-ce que tu as compris c'était qui? C'était moi. T'es d'accord avec Ibrahima Thiam? Oui, effectivement. Voilà, c'est bon. Effectivement. C'est bon? La deuxième, après si l'effet causal et la corrélation, d'après, comme vous le savez, Ibrahima Thiam a très bien expliqué, c'est exactement ça. Et le choix de la méthode dépend de la manière dont le programme sélectionne ses bénéficiaires. Donc, c'est le programme qui détermine la méthode. Donc, il faut comprendre d'abord le programme, comment ils ont été sélectionnés, comment ça a été organisé pour dire à quel niveau tu es intervenu au projet, pour voir voilà, quelle méthode est plus appropriée, voilà, quelle information j'ai, quelle information je n'ai pas, voilà, qu'est-ce qui est plus, si j'applique cette méthode, est-ce que les hypothèses sont vérifiées et après, tu appliques ta méthode. Une méthode n'est pas convaincante si ces hypothèses sont plausibles et défendables. Voilà. Donc, utiliser une méthode n'est pas un problème, mais il faut que les hypothèses soient respectées en fait. Ou bien les hypothèses, avec l'étude que tu as fait, ces hypothèses tiennent en fait. Voilà. Donc là, c'est exclusivement dédié à l'évaluateur d'impact. Et vous pouvez approfondir avec vos recherches. Il y a un manuel de la Banque mondiale. Si vous écrivez sur Google évaluation d'impact World Bank, vous allez avoir un PDF sur ça. C'est un livre exclusivement dédié à l'évaluation d'impact. Voilà, si vous l'utilisez, voilà, vous allez avoir en détail. Voilà, vous voulez mettre votre livre en poche et vous l'utilisez et vous prenez votre temps de lire pour comprendre mieux. Il y a des exemples, des explications plus détaillées sur ça, en fait. C'est un livre bleu. Voilà, donc c'est ça, en fait. Et je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Et bon, si vous avez des questions globalement du début à la fin, voilà, on peut discuter avant qu'on soulève la séance. C'est à vous. Merci beaucoup, monsieur. Pas